Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette quatrième vidéo consacrée à l'analyse du manga Akira de Katsuhiro Otomo. Donc en fait ce chapitre va donc se concentrer sur la deuxième moitié du deuxième tome du manga, sorti chez la Kodansha. Je rappelle que si vous n'avez pas vu les vidéos antérieures, il est préférable de les voir, je vous mettrai les liens en description, car en fait dans cette analyse je fais quand même pas mal de petites références on va dire à ce qui a été dit dans le passé. Donc dans la précédente vidéo, on s'était arrêté lorsque Kei et Kaneda, accompagnés par l'espion, s'échappaient donc du bâtiment militaire. L'épisode 26, sorti le 2 janvier 1984 dans Young Magazine, nous montre une Kei belle, combative et déterminée en page de couverture. On remarque sur cette dernière que les katakana d'Akira sont placés en arrière-plan, derrière la jeune femme, alors que depuis le début de la saga, le titre était toujours imprimé au-dessus du dessin. Otomo va confectionner ce style de mise en scène sur 5 chapitres, afin de donner plus de prestance à ses personnages. De plus, je ne pense pas que cela fût gênant pour son œuvre de masquer légèrement le titre. Après une année d'existence, il devait être bien ancré dans l'inconscient collectif. Et tout commence avec une nouvelle journée qui s'amorce sur le site olympique en construction. Dans un monte-charge, Ryu, toujours travesti en tâcheron, observe la base secrète située juste là. Il y remarque une effervescence anormale des forces de l'ordre. Beaucoup de soldats s'agitent, démontrant une tension flagrante. Dans une cantine, imbibée de monde et exubérante de vie, une centaine d'ouvriers savourent un repas bien mérité. Il doit être midi. Tous montrent une posture singulière, une démarche propre, une attitude intime. Cette case, saturée de détails, prouve encore une fois qu'Otomo est un auteur maniaque, soucieux de réalisme et débordant de talent. Je me demande combien de temps il lui faut pour esquisser une telle scène, surtout que cette dernière n'a qu'un rôle transitionnel. Mais Akira, dans sa globalité, est avant tout une estampe graphique, un choc visuel, une ivresse immersive et sensorielle, en noir et blanc. C'est pour cette raison même que c'est une œuvre unique en son genre, un pavé monumental de l'art contemporain. Au coin d'une table, Ryu discute avec son compagnon. Il lui fait part de ce soubresaut d'activité militaire et lui propose de passer à l'action. Ce n'est pas explicitement énoncé dans ces pages, car on nous le révélera bien plus tard dans le manga. Mais cette journée présentement racontée est le 16 avril 2020. Durant toute son écriture, Otomo a beaucoup joué avec les sauts temporels quantitatifs. Il s'attarde sur des planches entières, voire des chapitres entiers, pour narrer un instant de quelques heures, comme il peut faire écouler plusieurs semaines entre deux simples cases. D'ailleurs, cet après-midi du 16 avril va s'étaler sur 8 épisodes. Dans une ruelle périphérique de Néo-Tokyo, 3 gamins s'amusent. Un véhicule est garé sur le trottoir. L'ambiance est calme et posée. Nous retrouvons alors Kaneda, en train de boustifailler comme un bougre, les yeux rivés sur son bol. Il est accroupi aux côtés de l'espion, pensif et lointain, dans une salle exiguë et joliment meublée. On y remarque un tube cathodique et un téléphone de première génération, ce qui atteste que Katsuhiro calligraphie sauvagement son monde actuel. À gauche, une porte coulissante donne sur un escalier, nous invitant à monter les marches. À l'étage, une vue plongeante pointe sur une table basse recouverte d'armes en tout genre. On y voit Kei discuter avec Chiyoko, membre de la résistance. La jeune femme lui fait clairement sentir ses doutes sur l'identité de l'espion. Si Ryu pouvait le rencontrer, elle serait alors fixée sur ce qu'il est vraiment. Il est d'ailleurs étrange que Kei, à un moment aussi tendu de l'histoire, ne soit toujours pas rentrée en contact avec son compagnon. Cependant, cette dernière ne perd pas de temps. Elle émerge dans la cuisine et presse Kaneda de le suivre. Elle souhaite se rendre dans la base près du site olympique. L'espion veut se joindre à eux. Kei accepte, mais lui fait comprendre qu'elle ne peut lui faire confiance. Dans les airs, les hélicoptères de l'armée survolent la capitale. À son bord, le colonel, calme, est accompagné du docteur qui, lui, montre un visage préoccupé. Ils font route, eux aussi, vers le site olympique. On ne sent aucun remords de la part du militaire envers ce dernier, suite à leurs différends. Ce qui prouve qu'il possède une maîtrise de soi incroyable et une vision très globale de la situation. Mais surtout qu'il est, tout comme le récit dans son intégralité, éloigné de tout sentiment de culpabilité. Akira reste quand même, et avant tout, une fiction orientale. À l'entrée de la base secrète, 5 soldats en faction y contrôlent l'accès. Ryu et son compagnon amorcent leur approche en ces lieux. Déguisés en bidas, ils simulent une démarche preste et démonstrative. Ils prétendent avoir été envoyés ici pour renforcer la garde. Le supérieur du moment leur demandera de faire le tour du secteur afin de s'assurer que tout est en ordre.
Ryu repart. C'est alors que Tetsuo, vêtu d'un manteau à col en fourrure et les mains dans les poches, fait son apparition, promptement, dans un plan large comme s'il avait surgi de nulle part. Les soldats sont interloqués et s'interrogent. Numéro 41, sur 2 cases séparées par le vacarme de l'hélico militaire, semble s'approcher, lentement. Son regard est hypnotique et fixe un point bien précis. Il émet un léger sourire. Soudain, un bruit sourd surprend Ryu durant sa ronde. Avec son collègue, il se précipite jusqu'à l'entrée. Et là, l'horreur. Une case dégoulinante nous montre 5 corps déchiquetés, tapissant de leur sang les parois et le sol. Ryu est sur le qui-vive. Il sort son flingue. Le cadrage panoramique de la vignette ne fait que renforcer la tension du moment. Il constate que la porte est ouverte et pénètre alors dans la base. De son côté, le colonel arrive sur les lieux, accompagné du docteur et des autres scientifiques. Il presse ses hommes, armés de fusils laser, car il est pleinement conscient que la situation est critique. Dans les égouts, Kei et sa troupe avancent, munis d'une lampe torche. Kaneda lui fait savoir qu'il n'aime pas trop cet endroit, mais c'est la seule route qu'elle connaît pour rejoindre la base. Tetsuo, quant à lui, toujours en vue plongeante, prend place sur le mont de charge et amorce sa descente. Aucune hésitation dans la direction à suivre, aucun vacillement dans sa démarche, aucune ambiguïté dans l'objectif à atteindre. Une mouvance minutieuse et millimétrée, comme s'il était littéralement attiré par l'énergie d'Akira. Nul doute que leur connexion, à ce moment précis de l'histoire, est devenue très intime, très viscérale, presque charnelle. Et l'épisode s'arrête là, sur ces 4 planches qui montrent les acteurs de cette époustouflante après-midi. Ryu et son ami, le colonel et ses hommes, Kei et Kaneda, et bien sûr, Tetsuo. À l'intérieur de la base, Ryu et son collègue sont sur leur garde. Ils ne remarquent personne à l'intérieur. Plusieurs portes, menant toutes à des endroits bien distincts, se présentent à eux. Des traces de pas, fraîches et linéaires, les poussent à entrer dans un couloir bien précis. Ryu ne le sait pas, mais ses empreintes sur le sol sont celles de Tetsuo, et Otomo, par une case tout à fait banale, nous montre à quel point ce dernier se trouve dans une emprise des plus attractives. Dans les égouts, Kei mène la cadence. Kaneda se remémore d'une situation délicate qu'il vécut en ces lieux. L'espion, lui, reste vigilant. Soudain, il se retrouve face à une ligne électrifiée. S'il la touche, il déclenche l'alarme. Ryu et son coéquipier, l'arme toujours à la main, entrent dans une salle spacieuse et garnie de détails. Un bruit lourd attire leur attention, et, par un jeu de perspective épuré par cette extravagante tuyauterie, ils aperçoivent Tetsuo sur le mont de charge. Du haut de sa posture, légèrement cambré, on lui remarque un visage gai. Il se laisse tranquillement mener jusqu'aux entrailles de la terre. Le colonel arrive à l'entrée de la base et fait face au carnage. Son regard est tétanisé. Il commence à suer à grosses gouttes. Un spasme vigoureux prend possession de sa mâchoire, preuve que le stade critique de la situation a monté d'un grade. Il ordonne à ses hommes de le suivre. Les cadavres attendront. À l'intérieur, il presse son monde, donne des directives brèves et précises. Il demande aux scientifiques de vérifier le système de refroidissement de la chambre d'Akira. C'est alors que l'alarme retentit et hurle son vacarme de toutes parts, propageant son monde tonitruante jusque dans les égouts. Kei était prise de stupeur et pense immédiatement à Ryu. Décidément, il ne fait aucun doute qu'elle doit sentir sa présence toute proche. Elle doit savoir qu'il s'est introduit dans la base. Il ne faut pas oublier que Kei a un don de perception plutôt développé. On retrouve d'ailleurs Ryu, qui use des escaliers pour effectuer sa descente. Il tranquillise son ami, se convainquant que l'alarme a été déclenchée au vu des corps déchiquetés gisant à l'entrée. Tetsuo, lui, est impassible, les mains toujours dans les poches, fondant sa corpulence filiforme dans un réseau de pipelines exubérant et tramés. Le colonel reçoit le rapport des scientifiques. Tout a l'air normal. Néanmoins, ils souhaitent descendre eux aussi, afin de s'en assurer. Dans une case agitée par le tohu-bohu des soldats, le militaire exige la venue des plateformes volantes. Depuis l'obscurité pesante des égouts, une lueur inhabituelle guide nos amis jusqu'à une salle vétuste. Kaneda amorce son approche. Personne à l'intérieur. Cependant, la vapeur s'extirpant d'une tasse à café prouve la manifestation récente de quelqu'un en ces lieux. Ils entrent. L'espion les suit d'un pas lent. Ce dernier semble porter son regard sur le bout du tunnel. C'est alors que la radio se met à vociférer un message d'alerte. La voix mentionne la présence d'un garçon sur le mont de charge et qu'il est impératif de stopper sa descente. Tous les moyens sont autorisés. Kei et Kaneda restent estomaqués à l'écoute de ce communiqué. Le jeune fait immédiatement la relation entre le garçon et Tetsuo. Décidément, lui aussi semble intimement connecté à son ami. On retrouve numéro 41. Il est soudainement rejoint par des unités volantes qui amorcent sur lui un violent mitraillage.
4 planches, imbibées de cases imposantes, aérées, zébrées par ces traits noirs et concentriques, nous montrent les assauts répétés des militaires. Des cadrages s'alternent pour offrir une lecture rapide et précise, où tout est noirci par la vitesse, sonorisé par le rugissement des salves et des explosions. Mais soudain, la scène s'embrase par la contre-attaque des chasseurs qui noient Tetsuo dans un halo aveuglant et incandescent, illuminant son visage convulsé par l'acrimonie. Dans leur bureau, les scientifiques se chamaillent sur les causes de cette présente situation. L'un d'eux, chauve et paré de petits neutrons, les interpelle. Une élévation de température dans la chambre principale. Le docteur se précipite et constate le problème. Une augmentation de 0,00051 Kelvin, totalement inexplicable, vu que la deuxième et la troisième chambre fonctionnent normalement. Sur 4 planches fuyantes, dévoilant des cadrages panoramiques pour amoindrir la claustrophobie des couloirs souterrains, Otomo se concentre à nouveau sur la course de Kei et ses compagnons. Posté à une intersection, plombée par une perspective angoissante, le passage de quelques plateformes volantes au design futuriste leur indiquera la direction à suivre. Kaneda, motivé et précipité, s'élance dans cette direction, mais il sera interrompu par la survenue d'un retardataire. Immobile, au milieu de l'allée, il refuse de se cacher et noie sa posture outrecuidante dans la lumière chaleureuse des phares de l'engin. De retour aux portes du mont de charge, une vue plongeante, extraordinairement scintillante, nous montre des dizaines de soldats s'agitant. Ils tâchent de percevoir ce qui se trame dans les abysses, mais l'obscurité les en empêche. Cependant, ils discernent parfaitement l'acoustique des attaques effectuées sur Tetsuo. Ils demandent d'ailleurs du renfort. Dans le bureau, le docteur explique au colonel le problème de température qui poursuit son élévation. Il pense à un dysfonctionnement. La planche de 9 cases, nous les présentant dans un cadrage serré, ne fait que rehausser la tragédie de leur dialogue. Mais suite à un vacarme tonitruant provenant des profondeurs, alors que Tetsuo se défait de ses plateformes, le scientifique montre un regard médusé, une mouche pétrifiée. Tout en scrutant les chiffres du thermomètre qui ne cessent de grimper, il semble établir une corrélation. Pour lui, le système de refroidissement fonctionne parfaitement. Dans les couloirs, le fameux retardataire de tout à l'heure fonce au cœur d'une perspective zébrée et contrastée. Le pilote s'interloque, un corps inerte gît à même le sol. Il freine et contrôle son dérapage. Kaneda se lève alors, lance un cri d'alerte et Kei surgit de nulle part, castagnant d'un violent coup de poing le soldat qui s'écroule à terre. La jeune femme tente de dominer l'engin, mais il semble apparemment difficile à manier. De retour au mont de charge, les pertes du côté de l'armée ne cessent de croître. Tetsuo poursuit sa défense et envoie valdaguer bon nombre de leurs machines. Mais il est toujours envahi par les tirs, et le dernier militaire en faction se crache sur l'élévateur, provoquant son arrêt. Dans le choc de l'explosion, Tetsuo est projeté au sol. Nous revoyons le visage hébété du docteur. Pour lui, cela ne fait aucun doute. Akira et Tetsuo sont en résonance. Le premier perçoit la présence du second. Il le ressent à chacune de ses manifestations. Il est impératif de cesser les attaques. Ceci nous amène à un paradoxe inévitable. Qu'Akira perçoive les manifestations énergétiques de numéro 41 ne pose aucun problème. C'est pour cette raison que la température de la chambre froide augmente. En revanche, pour que Tetsuo soit connecté au mutant, ressente sa présence, il faut que ce dernier libère un minimum d'énergie, ce qui exclut tout sommeil sous zéro absolu. Ou alors, peut-être que Tetsuo est connecté à Akira de façon indirecte, par l'intermédiaire des autres mutants du projet par exemple. Mais cette idée me paraît beaucoup moins poétique. Ryu, étonné par le retour au calme, descend les ultimes marches d'escalier qui le mènent jusqu'au mont de charge, et aperçoit alors Tetsuo. Il est important de signaler que Ryu ne connaît pas ce dernier. Ils ne se sont jamais croisés. Il n'en a jamais entendu parler. Même Nezu, qui sait pourtant plein de choses, ne l'a jamais mentionné. Donc, à ce moment précis, Ryu rencontre un parfait inconnu, et sa surprise de le voir si jeune et tout juste essoufflé est normale et évidente. Il a quand même été témoin de toutes ces attaques qui lui ont été adressées. C'est alors que le colonel fait son entrée, posté sur ses énormes plateformes volantes, au déplacement lent et mesuré. Il est accompagné par une multitude de soldats, et ses ordres sont clairs, en aucun cas ne faire feu sur numéro 41. À pleine vitesse, Kei tente de maîtriser l'engin militaire. Kaneda et l'espion, debout sur les patins, tâchent d'en maintenir l'équilibre. Après quelques virages contrôlés, quelques soubresauts inquiétants, ils arrivent au bout du tunnel, s'en extraient et se retrouvent soudainement au cœur même de l'intrigue. Derrière eux, en amont, l'armée sur ses plateformes, avec le colonel qui semble reconnaître les adolescents. Face à eux, en aval, dans une case vertigineuse et anxiogène, le mont de charge, à l'arrêt, dégageant une fumée lourde et opaque. Ils descendent alors, expéditivement.
Une page titre inquiétant nous introduit l'épisode 29, sorti le 5 mars 1984. Tetsuo se trouve au-dessus de la capsule cryogénique et semble en faire exploser la surface. À la vue de cette illustration, profondément tramée pour tout justement valoriser cette explosion, on imagine numéro 41 plongé dans une frénésie exacerbante, aller chercher Akira, jusque dans les entrailles même de la chambre froide. Peu importe si les actes que dépeint cette image seront attestés ou non, sa monumentalité à elle seule nous expose déjà l'inéluctabilité du devenir. Mais surtout, elle valide clairement les prémonitions de Kyo. Sur le mont de charge, Ryu tente d'apaiser Tetsuo qui reste toujours accroupi. C'est alors que surgit à pleine vitesse l'engin piloté par Kei. Tout est très rapide. Une dizaine de cases nous présentent le passage véloce de la plateforme en ce lieu, rythmé par le parallélisme des lignes. Cependant, par des jeux de regard furtifs et précis, tout le monde semble avoir pris le temps de se dévisager. Kei reconnaît Ryu et vice-versa. L'espion reconnaît le coéquipier de Ryu. Tetsuo reconnaît Kaneda et dénote un visage surpris. Mais la survenue, en contre-plongée du colonel, met vite fin à ce jeu oculaire, et tout s'immobilisera face à la coruscation de son escouade. Il ordonne à Tetsuo de l'écouter, mais ce dernier fait mine de ne pas l'entendre et réactive le mont de charge, qui poursuit alors sa descente. Kei et Kaneda, toujours lancés à fond la caisse, parviennent au terminus du conduit. La case où il se trouve est baignée par une perspective prononcée. Les lignes fuyantes de la tuyauterie semblent nous mener à un crash inévitable. Mais la jeune femme réussit à braquer de justesse et, portée par l'accélération, mon jeune se voit dans l'obligation de s'éjecter. Kaneda se noie avec son ombre dans une vignette furtive et rayée. Kei dérape sur le sol pendant que l'engin vient s'écraser contre la porte blindée. Elle se relève comme si de rien n'était et pense à Ryu. Elle souhaite aller à son secours. L'adolescent, déconcerté, tente de la calmer et lui propose d'aller se planquer. L'espion, lui, a du mal à se redresser et semble déjà totalement absent. Je trouve fascinant tout ce qui vient d'être montré sur ces quelques planches. Dans une situation d'extrême tension, Katsuhiro parvient à nous faire sentir tout l'attachement que porte Kei à Ryu, la gentillesse et l'affection que démontre Kaneda à cette dernière. Un seul dessin, celui où l'on voit l'adolescent tenir les poignets de Kei, témoigne tout cet entremêlement sentimental. La jeune femme est tellement obsessionnée par Ryu qu'elle ne doit même pas deviner les caresses de Kaneda. Dans n'importe quelle autre circonstance, elle l'aurait déjà giflé. Autour du mont de charge, des pipelines prennent feu. Le colonel ordonne à ses hommes de ne pas contrarier Tetsuo. Ce dernier, assis, rit de la situation. Plantés près de la paroi blindée, nos jeunes cherchent une issue. Kaneda parvient à ouvrir une porte à l'aide d'une tige métallique et un air glacial se fait brusquement ressentir. Il pénètre dans un couloir exigu et frigorifique, révélant des visages totalement contrastés. Kaneda, grelottant, exhibe un faciès loufoque et attachant, alors que Kei, toujours très belle, nous expose son regard déterminé. Pendant ce temps, l'espion s'approche du point de chute du mont de charge. Il desserre sa cravate. Il paraît tendu. Kei et Kaneda se retrouvent rapidement dans cette salle vétuste, toujours aussi archaïque et anachronique. Le jeune a froid, la femme observe les appareils et dénote une profonde stupeur à la vue d'un moniteur qui laisse apparaître le numéro 28. Elle comprend alors qu'Akira se trouve là. Kaneda, lui, reste stoïque, toujours en retrait des préoccupations tangibles qui l'entourent. Il ne saisit pas grand-chose et s'imagine devoir traverser un labyrinthe pour mettre la main sur le buton. 3 cases, lourdes de sens, nous montrent l'arrivée du mont de charge. Tetsuo, main dans les poches, de nouveau sur pied, projette un regard magnétique, semblant percevoir la présence toute proche d'Akira. Le colonel le suit de très près. Ses dernières directives sont sans appel. Si vous devez tuer numéro 41, vous n'aurez pas de deuxième chance. Les soldats, armés de leurs lasers, comprennent parfaitement les enjeux. Ils sont prêts pour l'assaut final. Ryu et son coéquipier remettent les pieds sur terre. Ils ont perdu la trace de Tetsuo et se demandent où il est passé. C'est alors que l'espion fait son entrée en scène. Il affiche un sourire hautain. Un bruit opaque surprend alors Kei et Kaneda. La paroi blindée se déverrouille. Un dessin magnifique qui reflète toute la maîtrise d'Otomo nous montre Tetsuo épris d'une démarche cadencée et méthodique. La porte, surchargée d'une trame olivâtre, semble alourdir sa masse déjà colossale. Entrouverte, elle laisse passer une bande longiligne et lumineuse, nous obligeant à braquer nos pupilles sur l'adolescent qui affleure dans un clair-obscur admirable. Cette image est une œuvre d'art en soi. Elle sublime Tetsuo et tout ce qui le constitue. Sa puissance, sa détermination, son insolence, mais sa ténuité aussi. Il poursuit sa marche d'un pas ample, semblant suivre la direction que lui indique son ombre démesurée. Kei et Kaneda tentent de l'observer, mais préfèrent rester cachés. Numéro 41
projette alors son regard sur une porte, la même qui mène à la capsule cryogénique au sommeil Akira. Ce dessin offre une grande similitude avec la première de couverture qu'exécutera Otomo pour le deuxième tome du manga. Ce sera aussi la page titre du prochain épisode. Tetsuo demeure immobile, peut-être pensif, en deçà d'un dégradé profond qui semble le guider vers l'inconnu. Ses orbes oculaires semblent boursouflés, mais cette fois-ci par une toute autre classe de psychotropes. Il est impressionnant le parallélisme que l'on peut faire entre ce présent regard et celui qu'on a pu entrevoir lorsqu'il dévalait les rues sur son choupe. Hormis l'angle de vue et l'inclinaison du visage, les deux paraissent viscéralement équivalents. Je me pose alors cette question. Akira serait-il une drogue ? Dans le sens où, une fois notre corps habitué à cette substance, ce dernier en réclame toujours plus. Bien évidemment, la connaissance de la fin de l'histoire m'aide à émettre cette interrogation, ce qui n'est pas légitime. Cependant, la similitude indéniable entre ces deux regards, celui face à la porte et celui sur le chouper, ne fait qu'attester la similitude de cette transe corporelle dans laquelle se trouve Tetsuo, en ce moment face à la porte et sur le chouper, après avoir ingurgité un Erlenmeyer complet d'une drogue tellement pure qu'une seule goutte aurait envoyé n'importe quel mortel en enfer. Cela ne fait nul doute, numéro 41 est sous l'emprise psychoactive d'Akira, et cette relation lysergique va perdurer jusqu'à la fin du récit. Ça en sera même sa conclusion. Nous retrouvons alors Ryu, pistolet à la main, devant l'espion. Ce dernier souhaite régler une affaire avec son coéquipier. Il veut se venger de la tôle qui s'est prise l'autre jour. Incroyable. Face à cette scène indéniable, on en déduit que cet agent secret a volontairement aidé Kei et Kaneda à s'échapper du bâtiment de l'armée afin d'atteindre le collègue de Ryu et laver cet affront. Tout fut planifié, tout fut soigneusement pensé et orchestré pour le mener à cette finitude bien précise, la vengeance. En 2 coups de poing, il met à terre nos deux bonhommes. Il est rapide et vif. Ryu affirmera même qu'il n'est pas ordinaire. Avec sa posture gracile, on pourrait presque le comparer à un shinobi des temps modernes, guidé par des conduites, des codes et des valeurs d'une autre époque. En mettant en scène cet individu étrange et ses situations insipides, Otomo ne souhaitait-il pas finalement insister sur l'insipidité même des traditions et normes d'un Japon archaïque ? Si tel est le cas, ça valait bien 16 planches de compte fait. Ceci dit, toujours noyé dans le feu d'action, l'espion sort son cran d'arrêt et s'apprête à porter le coup de grâce à sa proie. Mais le colonel surgit soudainement, illuminant la querelle de ses projecteurs, et passe son chemin. C'est alors que Ryu s'inquiète pour Kei. Il est persuadé que l'armée est à ses trousses. Par sa simple expression, le jeune homme ne fait que nous démontrer qu'il est totalement hors sujet. Il ne comprend pas ce qui se trame en ces lieux. Il ne comprend absolument rien à l'enjeu qui est en train de se dresser ici même. À vrai dire, il ne doit même pas comprendre ce qu'est Akira. Leader d'une organisation antigouvernementale, Ryu n'a finalement agi sans jamais rien comprendre. Il est le parfait amalgame entre action et émotion. Aucune raison, aucune réflexion, et c'est presque peinant pour ce personnage haut en couleur, attachant, qui avait un protagonisme indéniable en début de récit. Mais ainsi vont les choses, et Ryu s'empresse d'aller porter main forte à sa bien-aimée. Les verrous de la chambre froide se desserrent. Tetsuo, toujours face à la porte, l'ouvre. Le colonel entre alors dans les lieux, accompagné par les scientifiques et sa troupe. Il ordonne à numéro 41 de l'écouter. Réaffichant l'inquiétude sur son visage, il lui rappelle qu'ils ne peuvent se permettre de réveiller Akira tant que subsiste le moindre doute, que son pouvoir est au-delà de toute compréhension. Comme porté par un ultime emballement émotionnel, il supplie même Tetsuo de stopper son avancée. 2 cas sublimes nous montrent l'indifférence de numéro 41. De dos, scrutant la capsule cryogénique noyée dans les ténèbres, et de face, projetant son ombre, avec en arrière-plan le linéament mystique du colonel. Ce dernier ordonne au docteur de vérifier le système de refroidissement. Kei et Kaneda parviennent juste à se cacher dans une bouche d'évacuation, et Tetsuo entre dans la chambre froide. Dans les bureaux, les scientifiques sont estomaqués. Ils constatent que l'enceinte centrale est plus chaude que les autres, ce qui est anormal. Le colonel admoneste Tetsuo pour la dernière fois. Ces hommes sont sur le pied de guerre. Sous des regards obnubilés, les savants se questionnent. Est-il réveillé ? La tension est à son maximum. La case suivante nous la rend tangible. Constituée de 7 croquis, elle immobilise nos pupilles sur des scènes bien précises. Kaneda et Kei muets. Tetsuo de dos. Le moniteur montrant le numéro 28. Le docteur poussant son cri d'alerte. Un soldat prêt à tirer. Et le colonel crispant sa mâchoire en hurlant « Feu !» Un dessin impétueux nous exhibe alors 7 militaires armant le laser. La fluidité de leur translation et la contraction de leur visage sont déconcertantes.
Il semble effectuer une chorégraphie tellement précise qu'on dirait un seul acteur en mouvement décomposé. Encore du Otomo dans toute sa grandeur. Ils pointent leur machine sur Tetsuo, qui offre un faciès posé et tranquille. Son regard est mordant. Les soldats tirent, les faisceaux traversent immédiatement les lieux, percutent la niche d'Akira, mais ne parviennent à toucher le numéro 41. Une explosion luminescente projette en retrait l'adolescent et fissure la capsule cryogénique de part et d'autre. Les scientifiques sont médusés. L'enceinte de Devour est totalement fendillée, détruite depuis l'intérieur. Une planche incroyable, qui ne devait pas figurer dans Young Magazine, nous montre la capsule intensément tramée, éjectée de ses entrailles un souffle dense et glacial. La vue plongeante de cette scène lui procure une force et une prestance hors du commun, comme si cet être vivant, boursouflé et tentaculaire, vomissait une masse de substances coagulées. Tetsuo, lui, reste debout, ferme, il ne semble pas être gêné par l'air marmoréen qui l'enveloppe. Le colonel, de son côté, présente un calme facial qui contraste follement avec la tension du moment. La froideur s'empare alors de l'intégralité des lieux. Une image blanche et vide nous fait clairement sentir sa présence. Le docteur quitte le bureau et s'avance d'un pas lent et tremblant. Son regard dénote une crispation manifeste. Tetsuo, face à la capsule monochromatique, voit jaillir en sa cime un enfant, Akira. L'adolescent est abasourdi. Ses orbes oculaires reflètent à la fois l'étonnement et la fascination. Il semble pétrifié, hypnotisant la case d'une stupéfaction vertigineuse. Akira, lui, apparaît en clair pour la première fois. D'à peine 6 ans, il meut son corps faible et fluet au travers de cette fraîcheur vaporeuse. Ses yeux sont fermés. La capsule poursuit sa déflagration chaotique, libérant son air glacial et paralysant. Le colonel, de nouveau dans les bureaux, ordonne aux 2 scientifiques de régler le problème. Il montre, par cette petite crise, qu'il est totalement baigné par la méconnaissance de la situation actuelle. Il ne sait absolument pas ce qui se trame dans la chambre froide. Il ne sait même pas qu'Akira est réveillé, encore moins que ce dernier est en train de faire ses premiers pas depuis plus de 30 ans. Le docteur, lui, à l'extérieur, demeure immobile. Seule sa blouse blanche virevolte sous la propagation continue de la fraîcheur. Une case, d'une candeur pénétrante, nous montre son point de vue. Un plan serré, qui laisse tout juste entrevoir Akira s'avançant lentement vers Tetsuo. Enfin il le voit, enfin il le sent. Lui, qui dédia sa vie entière à couconner un projet d'une autre époque pour tenter de le conclure. Lui, qui n'avait que des données théoriques sur un mutant, fruit d'une excentricité scientifique afin de les analyser et d'en comprendre leurs équations. Lui, qui s'était intégralement incorporé dans cette foi civilisationnelle qui portait les katakana d'un enfant. Enfin, il le voit. Enfin, il peut en avoir une information visuelle et matérielle. Enfin, il peut le sentir et prodiguer un sens à sa propre existence. Ses yeux fixes, omnubilés, et sa bouche galvanisée par l'effarement montrent cette dernière dans sa plus effroyable splendeur. À peine pourra-t-il prononcer son nom. Akira, les yeux maintenant ouverts mais aux pupilles totalement dilatées, poursuit son avancée. Devant lui, Tetsuo exhibe un faciès identique au docteur, mais dominé par une profonde innocence. Il ne s'attendait décidément pas à ce qu'Akira soit ça. La chute vertigineuse de la température provoque des courts-circuits dans la salle, générant l'apparition d'arcs électriques monstrueux. Les militaires sont tourmentés par cette soudaine situation. Le savant reste pétrifié, son visage se congèle de plus en plus, sa bouche émet une buée sclérosante. Le colonel ordonne à ses hommes d'entrer dans le bureau. Les 2 autres scientifiques demeurent interrogatifs. Ils se demandent si Akira est bel et bien réveillé. Kei et Kaneda, bien planqués dans les conduits d'évacuation, commencent à paniquer. Ryu se retrouve soudainement balayé par cette bise incomprise. Son coéquipier l'espion, de nouveau sur le mont de charge, poursuivent leur règlement de compte. Une fois ces hommes à l'intérieur du bureau, le colonel ordonne aux savants de fermer les volets afin d'être en sécurité. Mais ces derniers lui font savoir que le docteur est toujours à l'extérieur et qu'ils ne peuvent le laisser ainsi. Soudain, baigné dans une mise en scène fiévreuse et frénétique, un éclair surgit au-dedans de la pièce, engendrant l'explosion d'un moniteur et surprenant les scientifiques. L'un d'eux, persuadé que toute cette dégénération est due à Akira, décide de déclencher l'alarme de code 7. Le colonel tente de l'en dissuader, comprenant parfaitement que tout est causé par un dysfonctionnement du système électrique. Mais c'est trop tard, il a appuyé sur le bouton, et le militaire le gifle de colère. Pendant ce temps, les volets se referment. De dehors, le docteur s'approche de la baie vitrée. Une page entière d'une tristesse surprenante nous montre le désarroi et la mort annoncée du savant. L'image où l'on voit l'ombre du store se projeter sur son visage transi est douloureusement sublime. On y remarque sa peau dévorée par le gel, sa coiffure solidifiée par les éléments qui s'émiettent, son regard inchangé depuis sa récente vision. Autant de détails
paralysant d'effroi qui ne font qu'affirmer la fin inéluctable de son existence. Le fait d'avoir vu Akira lui a ôté définitivement tout sens à la vie. Je pense même que le docteur s'est volontairement laissé mourir, et son corps entier se concrète alors dans une station courbée, invoquant la dévotion et la soumission avec laquelle il dirigea sa carrière de scientifique. Il est impressionnant de voir comment Otomo, avec quelques lignes concises et une trame bien positionnée, est capable de nous transmettre une émotion âpre et lancinante. À l'intérieur du bureau, le colonel, les 2 chercheurs et 6 soldats sont en sécurité. La case qui nous les montre est assemblée par le store maintenant clos et ses lignes de tension manifestes. En dessous, une esquisse calligraphique, claire et brillante, nous exhibe l'extérieur, totalement recouvert de neige et pétrifié par le gel. Quelques silhouettes s'extirpent de ci de là. On voit nettement celle du docteur, agenouillé. Une bande de soldats tâche de prendre la fuite au bord d'une plateforme volante. Croisant Ryu, ils l'embarqueront avec eux. Une case nous montre ensuite les abords du stade olympique, dominé par le vacarme insoutenable de l'alerte de code 7. Les ouvriers se ruent dans tous les sens pour trouver refuge. De nouveau dans les souterrains, sur les monts de charge baignés par ce même vacarme insoutenable, l'espion explique à son adversaire que cette alarme signifie quelque chose de pire qu'une attaque nucléaire. Mais ceci le fait sourire, car une seule chose compte pour lui, mettre un terme à sa vengeance. Une vue aérienne et plongeante nous montre alors l'artère synaptique qui unit la vieille ville à Neo-Tokyo. Et sur une double page, dans un format panoramique idéal, Katsuhiro nous dépeint la métropole. C'est la première fois depuis le début du récit que nous pouvons contempler Neo-Tokyo dans son intégralité. La ville ne paraît pas tant énorme que ça, même si l'horizon architecturé nous démontre que nous ne sommes face qu'à un premier plan. Sa structure pyramidale est flagrante, et la monstruosité des édifices la dominant nous fait finalement bien ressentir tout son gigantisme. Au cœur de ces rues, c'est l'apocalypse. Des milliers de citoyens tâchent de trouver refuge dans les abris anti-atomiques. Tout est noyé dans la confusion générale. Au temple de Miyako, la vieille confirme que le destin en marche ne pouvait être contrecarré. Nezu, prosterné face à elle, lui demande de son air cupide si Akira est bel et bien réveillé. Miyako ne lui répondra pas directement. Retrouver ces 2 personnages ensemble à cet instant précis nous montre que leur relation est finalement très étroite, presque intime, ce qui la rend encore plus étrange et dérangeante. Mais surtout, voir un opposant au régime en place s'incliner devant une prêtresse renforce profondément cette connexité que peut avoir le politique et le religieux. Et au vu de leur posture, de leur mimique, de leur crispation faciale, on en déduit clairement que c'est cette dernière qui se joue du premier. 2 cases nous exposent ensuite Masaru et Takashi, dévisageant Kyoko, qui tend les bras et murmure « Notre Akira ». Comment faire plus simple et efficace ? L'accomplissement est bel et bien en marche. On nous présente alors une vue sur le cratère causé par la première déflagration de 1982. Si l'on en juge l'ombre de l'après-midi, on y dénote un sentier qui s'immisce en direction de l'est jusqu'à sa crête. En son cœur, une trappe s'ouvre, mettant en lumière toute la sophistication des installations mises en place par l'armée. Le colonel est surpris, car personne ne peut contrôler cette trappe. Mais l'un des savants lui fait comprendre qu'un court-circuit doit être à l'origine de cette ouverture. Décidément, même face aux éléments, la perte de contrôle du militaire est totale. Le choc thermique causé par l'ouverture du sas génère de véritables stalagmites de glace pointant à la verticale. Tetsuo, toujours proche de la capsule cryogénique, en déduit le chemin à suivre pour sortir de ces lieux. Il demande à Akira de l'accompagner. Dehors, une nuée de vapeur d'eau gelée s'extirpe alors du cratère pour se faire doucement balayer par la bise. L'image, avec le stade olympique en premier plan, nous forcerait à penser que le vent vient du sud. Pourtant, la vue plongeante sur le cratère et son ombre nous oblige à l'imaginer venant de l'ouest. J'en conclus donc que la bise souffle depuis le sud-ouest. Les militaires sur la plateforme, avec Ryu à son bord, s'échappent à toute vitesse. 5 planches nous présentent ensuite le déroulement et la fin du règlement de compte entre l'espion et son adversaire. Toujours posté sur le mont de charge, recouvert de givre, il s'assène des coups à répétition. Recevant une violente percussion du genou, le collègue de Ryu s'effondre sur une écorche métallique et s'esquinte le dos dans une case communicative et douloureuse. Tout semble perdu pour lui. C'est alors qu'arrive la plateforme, projetant son halo aveuglant. Les soldats, trompés par l'apparence vestimentaire des 2 hommes, mitraillent l'espion qui s'écroule au sol. Un dessin cru et lancinant nous expose un plan en contre-plongée, où on le voit succomber dans une position sclérosée. L'ami de Ryu est sur le point d'être sauvé, mais, dans un sursaut d'énergie, l'agent secret se relève, tel un zombie, et le poignarde sans hésiter.
Les soldats font feu de nouveau, l'exécutant définitivement, et poursuivent leur route. Ryu regrette la perte de son compagnon, et demande même aux militaires de faire demi-tour, mais ses paroles ne seront entendues. Kei et Kaneda tentent vainement de trouver une sortie. Ils se retrouvent alors dans un autre conduit, plus vaste, lorsqu'un arc électrique se génère face à eux. Dans les bureaux, le colonel est aussi surpris par ces décharges. Apparemment, le courant est revenu, et les ordinateurs se remettent en marche. Le militaire ordonne aux scientifiques de vérifier les moniteurs afin de connaître la situation actuelle et la position de numéro 41. Ce dernier est en train de monter des marches d'escalier et tâche de se frayer un chemin. Le colonel le repère sur l'un des écrans, et sa stupeur est totale lorsqu'il voit Akira juste après. Il le reconnaît immédiatement et criera d'une voix convulsée. Ce fou a réveillé Akira. Et pourtant, ce sont ces hommes qui ont détruit la capsule cryogénique dans leur effervescence et approximation. Et surtout, numéro 28 s'est manifesté de lui-même. Tetsuo n'a été qu'un acteur indirect de sa réviviscence. Soit, c'est lui qui a engendré toutes ces situations qui aboutiront à cette conclusion. Mais en aucun cas, on ne peut affirmer que Tetsuo fut le responsable unanime du réveil d'Akira. Et je pense qu'il est très important de le préciser, car cela remet définitivement en cause les prémonitions de Kyoko. Contrairement au colonel, les scientifiques sont profondément interloqués par l'apparence de numéro 28. Leur faciès démontre un regard sceptique et dubitatif, ce qui prouve que le militaire a une connaissance bien plus aboutie du projet que ces derniers, ou dans tous les cas plus lucide. Il est même imprégné d'une frayeur insoutenable, se convainquant que le mutant utilisera bientôt son pouvoir. Pour lui, il n'y a plus de doute, il faut faire appel à toutes les forces armées du pays pour éliminer les deux enfants. Mais c'est impossible, l'alerte de code 7 entravant apparemment une telle pratique. La planche de 5 cases, où on les voit tous les trois discuter, avec leur bouche grande ouverte, dégage un comique qui contraste totalement avec la dramatique du moment. D'ailleurs, je ne peux m'empêcher de penser à Saishu Eiki, le deuxième court-métrage de Memories, en examinant cette page. Il s'y dégage la même atmosphère. Kei et Kaneda poursuivent leur évasion. La clarté de l'image prouve qu'ils semblent s'approcher d'une sortie. Juste au-dessous de la trappe, toujours entr'ouverte, Tetsuo pointe alors son ombre sous la splendeur du jour. Akira se tape les yeux, ne pouvant supporter cette luminosité qu'il avait fini par oublier. Le colonel se ressaisit. Il souhaite utiliser Sol, le satellite militaire, qui peut être piloté depuis les souterrains. Il est catégorique. Il faut les éliminer, tant qu'il reste encore une chance. Tetsuo, lui, est maintenant à l'air libre. Akira le suit, docilement, et cela le fait rire de vive voix. Kei et Kaneda montent des escaliers. Eux aussi se retrouvent proches de l'ouverture du cratère. Mais soudain, la trappe émet un bruit sourd et commence à se refermer. Les deux jeunes amorcent alors une course effrénée. De dehors, dans un plan large, Tetsuo observe le sas se clore. Kaneda dévale les marches à toute vitesse et parvient à s'extraire de la base. Kei, essoufflé et le regard inquiet, prend du retard. Une planche très chargée en cases, trames et vacarmes nous montre comment l'adolescent, grâce à un rocher sorti de nulle part, arrive à sauver la jeune femme, in extremis, d'un aplatissement évident. Elle se jette dans ses bras, dans une image albâtre, le remerciant affectueusement. Nul doute qu'elle a dû entrevoir la mort. Mais, une fois que Kaneda lui presse un peu plus le bassin pour la consoler, Kei se ressaisit et lui flanque une gifle. On en a presque mal à la joue droite en regardant ce pauvre Kaneda, encore une fois si gentil et attentionné, recevoir le coup. Mais ceci nous confirme au moins que Kei est, et on le savait déjà, profondément japonaise. Perdus au milieu du cratère, nos deux jeunes se remettent très vite sur pied et remarquent au loin Tetsuo. Ils resteront interrogatifs en voyant ce petit garçon l'accompagner, même si Kei donne l'impression de comprendre. Les deux mutants poursuivent leur marche sur l'amont de la caldeira. Les ruines de l'ancienne capitale sont encore visibles. Numéro 41 est intrigué par une lueur zénithale, mais pense que c'est son imagination qui lui joue les tours. Et une case fantastique, là aussi unique dans le manga, nous montre une prise de vue au fisheye, pointant vers le firmament, avec un Tetsuo totalement pétrifié. Ce dessin me rappelle l'un des plans de Shinshosenki, comptine d'une bande de samouraïs des temps modernes, sorti en décembre 1978. Au centre de l'image, un éclat inconnu et brasillant semble filer droit sur l'adolescent. La planche suivante est monstrueuse. Un cadrage aérien et silencieux se fait transpercer par le rayon dévastateur de Sol, qui percute la périphérie orientale du cratère. Les cieux tapissés d'un dégradé profond, les nuages somnolents de façon chaotique, la superficie terrestre gribouillée et presque imprécise. Tout ceci oblige nos orbes à fixer le point d'impact, puissant et virulent, et à nous attarder sur ce cataclysme à venir.
Les cases postérieures ne feront que renforcer la violence de la frappe. Kei et Kaneda semblent faire face à un dôme atomique et contemplent le sol qui se déchiquette dans l'embrasement. Tetsuo, comme perdu dans du magma en fusion, se fait littéralement éjecter, alors qu'Akira, lui, reste sur pied. Ce qui prouve la précision de ce premier tir qui était clairement destiné à numéro 41. Son ombre paraît se projeter contre un amas de poussière lourd et dense. Le colonel, depuis les bureaux et au travers des moniteurs, arrive parfaitement à distinguer l'envol du jaune et comprend que la première salve a été un échec. Nous nous élevons alors jusqu'aux confins de l'espace et apercevons le satellite Sol qui amorce un deuxième tir. La vue spatiale sur la côte japonaise est d'ailleurs assez difficile à interpréter. Le nouvel impact est tout aussi violent, fissurant la lithosphère dans une conflagration sourde et resplendissante. Akira est cette fois-ci éjecté dans les airs. Tetsuo l'appelle, preuve que leur connexion est toujours en vigueur. Kei et Kaneda, se tenant fermement la main, tentent de s'échapper et se mettent à l'abri derrière la stabilité d'une roche imposante. La trame de leur pantalon est d'ailleurs la seule entité perceptible au cœur de ce marasme chaotique. Numéro 41 appelle de nouveau Akira. On le sent préoccupé. Ce dernier est sur le point de se faire écraser par un débris recaillu, mais Tetsuo parvient à le réduire en miettes, sauvant le jeune enfant d'une mort certaine. On pourrait presque imaginer une relation fraternelle entre les deux mutants. Numéro 28 s'écoule à terre, effectuant des roulades incessantes. Tetsuo, lui, se fait percuter par une masse compacte et obscure. Le choc est d'une violence insoutenable. Kei et Kaneda cherchent à fuir, mais cette première stoppe sa course en apercevant le gosse déroulé tout proche. Tetsuo est essoufflé. Il est empêtré dans les décombres et un nouveau tir de sol le télescope de plein fouet, noyant sa silhouette dans une clarté dévastatrice. Kei décide de s'avancer du môme pour lui porter secours. Il est alors inconscient. Et quelle n'est pas sa stupéfaction lorsqu'elle voit mentionné sur sa paume droite le numéro 28. Elle comprend aussitôt qu'elle se trouve face à Akira, cette même entité dont elle chercha, aux côtés de Ryu et des membres de son organisation, à percer le mystère. Une case extraordinairement sombre nous montre alors des salves à répétition, détruisant littéralement l'étendue du cratère. Le colonel a décidé d'effectuer une véritable razzia, de tenter le tout pour le tout, afin d'éliminer numéro 28 et 41. Tetsuo refait surface, prenant appui sur sa main gauche, le visage grimaçant. Il se relève, ses vêtements sont déchirés, des larmes d'hémoglobine dégoulinent sur son front et tapissent le rocher qui le soutient. On le sent essoufflé. Soudain, il écarquille les yeux, crispe sa mâchoire, beugle d'une douleur manifeste. Et Katsuhiro nous peint une illustration magistrale que lui seul peut exaucer. Une illustration sensoriellement algique et visuellement insupportable. Tetsuo, noyé dans une case muette et invariante, constate avec effroi la dilacération de son bras droit. Encore un dessin d'une puissance rare, d'une précision anatomique incroyable, d'une émotivité phénoménale. La contraction de sa main, bannie maintenant de son corps, nous pousse à sentir toute la souffrance que doit éprouver l'adolescent à ce moment. Son regard, fixant ses phalanges crispées, ne fait que renforcer la stupeur calligraphiée de sa mâchoire. Une image qui mélange deux qualités clairement divergentes, sa beauté visuelle, qui nous oblige à contempler passivement les faits, et son atrocité théâtrale, qui nous procure une dose de dégoût et de répulsion. Une illustration hors norme, encore une fois, qui démontre bel et bien qu'Otomo est un artiste talentueux, charnel et profondément humain. Tout est parfait dans cette esquisse. La composition, qui semble respecter la courbe de Fibonacci, les noirs denses de la chevelure et du sang qui encadrent pleinement le visage, la trame subtile du t-shirt qui harmonise chromatiquement la partie droite du dessin. Car tout le ressenti est là. En contemplant cette image, on n'y remarque même plus la main droite. Elle est tellement hors de la composition qu'elle donne l'impression de divaguer dans une autre case. Et pourtant elle est là, firme et affermie, déféquant sa propre souffrance. Mais en même temps, elle n'est plus, définitivement exclue de sa corporalité. Un visuel rare, d'un romantisme exacerbant, qui démontre encore une fois la force esthético-narrative dont est capable son auteur. Pendant ce temps, Kei et Kaneda parviennent à s'en sortir. Ils se trouvent en haut du cratère. Ce dernier porte Akira sur le dos. Cette première émettra un timide Ryu, prouvant une fois de plus le véritable centre de ses préoccupations. Le chapitre s'arrête là, sur une case douloureusement sombre, où Tetsuo pousse un hurlement d'agonie. L'épisode 23, sorti chez Young Magazine le 7 mai 1984, marque la fin du deuxième tome deluxe du manga, qui sera publié par la Kodansha le 4 septembre 1985. Ce dernier portera le titre de Akira, normal, vu que l'on assiste à son réveil.
Pour la première de couverture, Katsuhiro va contraster avec le tome 1 en mettant en scène des tons froids qui coïncident parfaitement avec l'atmosphère de ce volume, où tout se joue autour de la capsule cryogénique. Pour cette esquisse, Otomo va redessiner la page titre de l'épisode 30, la fameuse porte blindée, la mettre en couleur et y ajouter Tetsuo, le bras droit ensanglanté, projetant son ombre invariante, une très belle image, harmonieuse, au visuel impactant. Pour la couverture cartonnée, nous restons dans les mêmes tonalités cyan, et si l'illustration du premier tome était la plus belle, celle-ci est incontestablement la plus puissante. Un sol déchiqueté par les tirs à répétition du satellite militaire. Sur la droite, on peut y remarquer Kei et Kaneda, agrippés l'un à l'autre, tâchant de garder leur équilibre. Ils pointent leur regard sur la gauche de l'image, où l'on distingue à peine Tetsuo, visé de plein fouet par les salves meurtrières. Aucune trace d'Akira. Une estampe incroyable, qui potentialise indubitablement le déchaînement des éléments. Et la petitesse de Tetsuo ne fait que renforcer cette puissance perceptible. Voilà, donc ici se termine la 4e vidéo sur cette analyse d'Akira. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Donc vu la situation actuelle, je ne sais pas trop quand est-ce que sortira la 5e vidéo, mais j'y travaille. J'y travaille très durement, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. Voilà. Merci encore à vous, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.